1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et aujourd'hui mes canailles, on va partir à la rencontre d'une vraie passionnée. Et tendez bien vos deux oreilles, car si un jour vous voulez vous implanter, c'est vers ce style de personne-là qu'il faut se tourner. Aujourd'hui mes canailles, on part à la rencontre d'une Française spécialisée dans le CBD et on va parler du secteur français. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Car toi aussi, si tu as envie de rentrer dans cette communauté de canailles, nous te conseillons l'abonnement CBD Chanvre à Parfum. Comme ça, tous les jeudis, quand un épisode de Canaille qui quitte sort, tu as de quoi nous accompagner en toute légalité sur ton canapé. Et en plus, grâce à cet abonnement, ça te coûtera moins cher que si tu l'achètes directement sur notre site internet. Allez, que le podcast commence. Salut Green, bien sûr, avec plaisir. D'abord, merci beaucoup de me donner une voix sur ton podcast. Je suis super contente d'être sur Canal Kikit. Merci, c'est cool. Et alors moi, c'est Clara Herb. Je suis la fondatrice de Herb & Co. Ok. C'est une agence de marketing digital pour l'industrie du cannabis. Ouais. Donc on a ouvert en 2018, mais on est vraiment opérationnel en France depuis 2022. Ok. Personnellement, je suis dans l'industrie du cannabis depuis 2016, Ouais. où je suis tout de suite rentrée en tant que marketing director dans une boîte de CBD française. Ouais. La suite de Canavapé, ça s'appelait Harmony. Ok. Et à partir de là, j'ai commencé, après 2 ans chez Harmony, j'ai commencé mon chemin d'entrepreneur dans l'industrie du cannabis, mais avant tout d'activiste. Ouais. Et voilà, depuis, je fais tout pour mettre le cannabis sur toutes les bouches, dans tous les thèmes et dans tous les réseaux. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça parce que alors, j'ai pas très bien compris, mais j'ai vu que t'es passé carrément à la télé conventionnelle, genre à TF1 et toutes ces conneries, quoi. Ouais, je suis passée à la télé, je suis passée sur Brut, je suis passée sur Europe 1. Ok. Mais pour ma défense, je pense que c'est juste que je suis une des plus visibles. Ok. Ça veut pas dire que je suis la plus impliquée, mais c'est qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus impliquées et beaucoup plus connaisseuses que moi. Mais je pense que comme je suis une des plus visibles et que j'ai une tête sympathique, c'est pour ça qu'on me contacte, je pense. Ok. Qu'est-ce que t'entends par personnes qui sont plus, moins visibles mais plus actives, parce que là comme ça, moi, je vois pas trop de quoi tu veux me parler quand tu dis ça. C'est-à-dire, par exemple, tout simplement Green Grass Connection, qui est un grower de fou, qui est là depuis des années aussi. Qui fait bien bouger les choses, mais qui sont pas extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Pour moi, en fait, je les connais depuis tellement longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont gagné ma première CBD Cup en 2019. Ouais. Et en fait, pour moi, ces mecs-là, ils ont commencé à faire pousser, ils ont commencé à faire leur breeding, ils ont été l'une des premières fermes à se mettre en permaculture. Ils ont toujours été en fait full plante et c'est vraiment des connaisseurs de fou. Ouais. Et en fait, je pense à eux parce qu'ils ont, quand je disais, il y a des personnes qui sont moins visibles mais plus impliquées, par exemple, dans tout ce qui est gros. Oui. Je pensais à eux dans le sens où moi, je suis très marketing. Ouais. Je suis très activisme, normalisation, etc. Mais ceux qui créent vraiment les produits, ceux qui créent des nouvelles génétiques, etc. Je pense qu'il vaudrait aussi le coup
d'être promue. Je sais pas si ça se dit en France. À mon avis, tu seras très intéressé par le. Je développe un travail depuis à peu près 1 an. Bon là, je suis pas là pour en parler, mais on en parlera un peu plus. Mais je te parlerai de mon travail parce que j'ai fait des sélections sur des mâles sans THC. Qui sont naturellement sans THC, mais avec beaucoup de cannabinoïdes. Et du coup, là, nous, on a développé des variétés qui seraient susceptibles d'être à moins de 0,3, mais non à but textile, mais vraiment à but parfum, à but floral et tout ça. Et c'est très... Mais ça, enfin, on n'est pas là pour en parler de ça et de mettre en avant ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, Greengrass Co. Moi, je me rappelle d'il y a 4-5 ans, ils avaient sorti les premières V1. Je sais pas si ça te parle. Carrément. Bah si, c'est pour ça, je veux dire, c'est vraiment des mecs qui ont pris des risques, qui ont fait leurs recherches, qui ont... En fait, quand je pense à des mecs vraiment impliqués dans l'industrie, je pense à eux. Ok, cool. En fait, c'était juste pour justifier le fait que je passais dans les médias mainstream, mais que c'était pas forcément moi la plus impliquée dans l'industrie. J'ai vu un de tes posts il y a pas longtemps où tu mettais un petit pic tout en étant gentil, en disant que t'étais pas un influenceur ou une influenceuse, mais que t'étais plus une activiste qui essayait de partager son travail via les réseaux que d'être là à faire des hashtags je sais pas quoi avec des promos moins 10% ou relayer des marques. En tout cas, moi ça j'ai jamais vu chez toi, donc c'est sûr que on peut pas te mettre dans le clan influenceur, quoi. Ouais, en fait, c'est parce que en France particulièrement, là, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, tu vois, que je me suis bien positionnée sur le marché français. Avant ça, j'étais plus en Espagne, Angleterre. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'arrive en France, on me catégorise comme l'influenceuse du CBD. Ouais. Donc je sais que c'est jamais méchant, tu vois, qu'ils sont pas là à vouloir me rabaisser, etc. Mais en fait, moi, quand j'entends influenceuse, je pense aux teubés qui sont à Dubaï de la télé-réalité, tu vois, et qui sont là pour vendre des produits de merde, alors que, moi, j'ai vraiment une mission de normalisation du cannabis et de dédiabolisation de la plante. Et donc, du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai fait un petit point là-dessus, parce qu'aussi, dans les haters que j'ai, que j'aime mes haters. Il y en a beaucoup qui me disent tu joues l'influenceuse. Alors que absolument pas du tout. Moi je suis une entrepreneuse, si je t'influence c'est bien, dans le sens où j'essaie vraiment d'un peu de combattre cette image de nana teubée qui fait des réseaux sociaux pour se montrer et qui a pas de message derrière, quoi. Bien sûr. C'est vraiment la plante qui est en avant sur ma page. Ah ouais, c'est sûr. Et moi qui essaie de venir un peu derrière pour expliquer ce qu'est la plante. Je pense que ça manque un peu de personnes comme ça qui mettent la plante avant leur propre image. Et toi, tu le fais très bien, par exemple. Tu vois, genre avec tes podcasts, etc. Donc, c'est essayer de pousser ça, quoi. On est là tous pour la plante et les succès personnels, peut-être qu'on pourra les juger plus tard. C'est ça. Moi, en fait, j'ai créé Can I Kick It parce que... Parce qu'en fait, déjà, je trouvais qu'il n'y avait pas de médias qui arrivaient à nous représenter. À chaque fois que je dis ça, je suis obligé de mettre un tacle à Aïe Finerzerbe, parce qu'on parle de télé-réalité et tout ça. Et pour moi, là, ça regroupe très bien, tu vois, par exemple, des influenceurs dans le monde du cannabis. Pour moi, ce serait plus, tu vois, des Aïe Finerzerbe, où là, c'est totalement abruti, c'est déglingue total et ça n'a pas de fond. Tandis que ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui, et je pense que toi, c'est ce que tu essayes de faire, et nous aussi, c'est notre vision, c'est vraiment essayer de sortir de ce stoner qui bave dans son canapé et qui est léthargique. Exactement. Et surtout essayer de passer à un cannabis, on va dire, entrepreneur actif, créatif, quoi. Exactement, essayer de sortir de cette mode de celui qui fumera le plus de THC, celui qui sera le plus épicé, celui qui aura les plus gros joints et celui qui aura la plus chère. Enfin, tout ça, c'est juste rien comprendre à la plante et rien comprendre au bien-être qu'elle peut apporter. Donc, Aïe Finerzerbe, en fait, moi, je respecte vraiment tous les médias qui viennent parler du cannabis. Je trouve ça louable ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'il faudrait une autre, genre par exemple, Can I Kick It, c'est très bien que tu sois là pour contrebalancer, pour venir vraiment parler de la plante,
On a besoin de tout dans l'industrie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit vraiment que ces mecs-là et l'image de l'industrie en pâtit. Tu trouves que toi... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir des fumeurs de THC qui disent « Ok, moi, je fume du THC, on est actif, on n'est pas teubé, on n'est pas schizo, on avance sur nos projets et non seulement la weed nous arrête pas, mais au contraire, elle nous pousse. » Donc, je pense que c'est très important de porter ce message aussi. Bien sûr. Après, moi, je suis d'accord dans ce que tu viens de dire, mais après, juste, moi, je suis pas spécialement d'accord quand on parle d'Aye Finzer, parce que pour moi, c'est tellement un storytelling récréatif qui aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, hein. Je parle pas de demain dans une légalisation, de tout c'est légal, tout va bien. Je trouve qu'aujourd'hui, ça nous met plus une balle dans le pied, tu vois, qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que par exemple, les personnes qui ne connaissent pas, maintenant, le moyen de recherche, c'est YouTube, et c'est les personnes les plus visibles, tu vois. Et aujourd'hui, tu te dis, est-ce qu'on va légaliser, et tu vois 15 mecs qui prennent 500 meuges, qui s'enferment dans une voiture, qui prennent un truc de bazooka, et qui remplissent une voiture de fumée, et que tu peux faire presque une intoxication, parce que c'est ça reste de la fumée, et c'est pas bon, tu vois. Moi, là, je me dis, bon, les gars, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un truc un peu plus drôle ? De toute façon, ils sont extrêmement fermés, ils vivent dans leur bulle, c'est très compliqué de discuter avec eux. Et je trouve ça extrêmement dommageable pour notre mouvement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tous mes épisodes, je leur mets une petite balle. Ils ont toujours une petite balle perdue, Caballero et Jean Jazz, parce que je trouve qu'en fait, c'est un cheval de Troie ce qu'ils nous font, tu vois. C'est vraiment un cheval de Troie, genre en mode, on croit qu'on avance, mais en fait, vraiment, on se met une balle dans le pied, quoi. Je vais te dire la vérité. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, dis-moi. Je vais te dire la vérité, j'ai même jamais vu un épisode de Aye Finzer. Je les ai pas regardés, mais en fait, j'ai rencontré les mecs donc les Jean-Jacques Caballo, Romeo Elvis, etc. Je les ai rencontrés après l'un de leurs épisodes dans un cannabis club à Barcelone qui s'appelle The Firehouse. Yes. Et en fait, ces mecs-là, ils sont pas méchants, mais ils sont vraiment dans un monde à l'américaine et ils sont pas vraiment dans la réalité, tout simplement. Et en fait, quand ils font ce genre de show, ils sont pas du tout là pour promouvoir le cannabis. Ils sont vraiment là pour se promouvoir eux-mêmes, en fait. Et tu vois, c'est un peu ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'il nous manque des personnes qui ont vraiment une priorité sur la plante avant de pouvoir se faire une auto-promotion, parce que c'est vrai que peut-être, toujours pas, et moi je leur ai parlé, je les ai trouvés sympas, etc., mais c'est peut-être pas les meilleurs ambassadeurs du bien-être apporté et des changements sociaux apportés par le cannabis. pour moi, si on fait un rapport aux États-Unis, tu vois, c'est pas avec Ching Ching Chong, tu vois, qu'on a réussi à légaliser, tu vois. C'est pas avec, c'est pas Snoop Dogg qui a fait que nanani nanana, tu vois. Pour moi, c'est plus des Jack Herer, des Lester Greenspoon, des gars qui ont fait des choses vraiment pour la plante, qui ont fait avancer les choses. Du divertissement, c'est cool, ça fait plaisir, c'est bien, mais des fois, il faut un peu autre chose, quoi. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense juste qu'il faut tout, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que le message qu'il promeut parle à certaines personnes. C'est pas forcément le bon pour la légalisation, pour la plante, etc. Mais ça permet quand même un peu de mettre la plante sur le devant de la scène. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, juste, tu vois, par exemple, si je peux, je te dis un truc, par exemple, chez nous, tu vois, il y a un truc qu'on met vachement en avant, c'est la dangerosité, tu vois, de fumer trop tôt. Toi, je connais pas ton expérience, tu vois, mais moi, le premier joint que j'ai fumé, c'était à la fin de ma 6e, tu vois. Tu vois, c'est un délire, tu vois. Et en fait, moi, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, il faudrait faire Google Analytics, il faudrait faire un truc comme ça, savoir qui c'est qui les regarde. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une population très jeune qui les regarde. Et en fait,
tu vois, moi, j'aurais eu 16 ans, tu m'aurais montré des mecs qui roulent des joints de donuts avec 1 gramme, j'aurais voulu le faire. Déjà, je me rappelle, on roulait des joints de la taille de bouteilles de vin où on mettait 10 grammes de hache de Tchernobyl à l'intérieur, tu vois. Donc, on était déjà très cons, tu vois, à l'époque. Du coup, si on avait encore plus des mecs qui nous tentaient comme ça, je pense qu'on aurait été encore plus cons. Et nous, dans Can I Kick It, tu vois, on est persuadé un truc que la légalisation, elle va passer par une éducation des jeunes et surtout leur dire les gars, commencez step by step, tu vois. Moi, par exemple, pour commencer, j'aurais kiffé rencontrer le CBD avant, tu vois. Moi, la première fois que j'ai fumé du hash, je me rappelle, le mec, il mettait un coup de briquet dessus, ça huilait, c'était du népalais. Le truc, il devait être un taux de THC hallucinant. J'ai fumé ça, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Je pense que ça a dû me faire des trous dans le cerveau, tu vois. Et je pense que vraiment ça, tu vois... Je te rejoins tout à fait sur ça. Moi, j'ai toujours dit qu'une légalisation devait... l'une des principales missions de la légalisation, c'est de venir avec de la prévention. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis, on a vraiment une population très très jeune qui se met à consommer. Et il y a des faits sur la plante de cannabis et le cerveau. Et moi qui suis la première à promouvoir le cannabis et à aller de l'avant et pour conseiller le cannabis à des personnes, s'il y a vraiment une chose où il faut faire extrêmement attention, c'est la consommation chez les jeunes, et notamment avant 21 ans. Le problème, c'est que comme tout est caché, il n'y a pas d'infos claires, tout est dark, tout est dans le marché... comment on dit en français? Escondé. Putain, j'ai des bugs en français. Le marché noir. Il n'y a aucune prévention qui est faite. Et moi, je sais que j'ai rencontré sur un des salons, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un mec de 17 ans qui m'a choqué, qui m'a dit... De toute façon, moi, je fume 12 pétards par jour, mais de toute façon, c'est que du cannabis, je bois pas, je prends pas de drogue dure, donc je suis sûre que c'est bon pour moi, etc. Je fais, non, gros, va falloir qu'on en parle, va falloir qu'on en discute. Ah ouais, de ouf. Faut absolument, tester, etc. On va jamais pouvoir retirer l'envie de tester aux jeunes, mais que la consommation régulière soit faite vraiment consciemment et que chacun connaisse les risques réels. De cette consommation chez les jeunes. Est-ce que tu ressens des effets secondaires, toi, là, aujourd'hui, d'avoir commencé aussitôt? Alors, des effets secondaires. Qu'est-ce que t'entendrais par effets secondaires? Genre perte de mémoire, des trucs comme ça? Par exemple, tu vois, moi, personnellement, j'ai commencé tard, mais je sais qu'après maintenant 10 ans de consommation, j'ai des réactions et j'ai des niveaux d'énergie qui ne sont plus les mêmes par rapport à quand je consommais pas. Non mais alors moi je vais te dire moi le problème que j'ai, c'est que je suis quelqu'un d'assez particulier. C'est-à-dire que je suis biocompatible très très fort. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs syndromes auxquels le cannabis me calme. Déjà, je suis dyslexique, TDAH avec une tendance hyperactive, tu vois. Donc en fait, tu vois, moi, genre jusqu'à mes 12-13 ans, j'étais très mauvais à l'école, j'avais vachement du mal à lire et c'était la bagarre. Je faisais du rugby, c'était tout, tu vois, moi ma vie c'était vraiment la lutte, la bagarre, c'était intense, tu vois. Et le jour où j'ai commencé à fumer, je me suis assis dans un canapé et le monde a tourné beaucoup moins vite et était beaucoup moins dur pour moi. Et moi, j'ai fumé... Comment ? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Quand j'étais plus jeune, j'étais aussi... Enfin, quand j'étais plus jeune, je le suis aussi, mais moi, je suis HPI, donc émotionnel, pas les intelligents, j'aurais bien aimé. Je suis l'émotionnel. Et j'avais aussi une hyperactivité qui a été décelée par le médecin, et c'est exactement pareil. En fait, quand j'étais à Lille, j'ai toujours eu... Donc, je viens de Lille à la base. J'ai toujours eu du mal pour me concentrer sur les études. J'ai jamais pu rester à un bureau. Genre, les cours, je les séchais juste par physiquement impossible de rester à un bureau. Et en fait, le jour où je suis arrivée à Barcelone, à mes 20 ans, et que j'ai découvert les cannabis clubs, j'ai vraiment eu une révolution. Enfin, j'ai pu commencer à étudier, j'ai pu commencer à rester à mon bureau, à me concentrer.
Et ça, c'est un vrai fait. Ouais. Je te comprends et je te rejoins là-dessus. Ok. Bah, du coup, c'est cool, comme ça, on va pouvoir revenir un peu plus sur toi et découvrir. Du coup, on va revenir, on va essayer de remettre un peu de l'ordre, parce que l'on est parti un peu à droite à gauche. Du coup, toi, ce que tu nous expliques, c'est que le cannabis, tu l'as rencontré, on va dire, assez tard dans ta vie, où tu étais presque majeur, c'est ça? J'étais majeure. Tu Ouais, étais majeur. C'est-à-dire que j'ai toujours fumé dans les soirées, tu vois, mais jamais moi toute seule, donc D'accord. avec le copain. Tu vois, Ouais, c'était etc. vraiment... Mais C'était la le petit... première fois que j'ai roulé mon pétard. Ouais, c'était la petite taf récréative de soirée, vraiment pour rigoler, quoi. C'était pas du tout quelque chose que Exactement. tu pouvais, voilà. Et du coup, c'est vraiment quand t'es arrivé à Barcelone que tu t'es dit, tiens là, je vais rouler mes ouinges toute seule, quoi. Exactement, et c'est en fait j'ai vraiment vu ça comme une destinée parce que je m'y suis mise toute seule. Je suis rentrée toute seule dans mon social club. J'ai acheté mon premier jet toute seule, j'ai fumé mon premier joint en entier toute seule, et j'ai vraiment eu une révélation, quoi, où je me suis dit mais c'est ça en fait. Ah ouais, bah c'est ça. c'est clair. Je comprends très bien. Beaucoup depuis ce moment-là. Ok, mais avant, on va dire qu'avant ça, tu n'étais pas voué à travailler là-dedans. C'était quelque chose que tu regardais un peu de loin, ou c'était quand même quelque chose qui te titillait, où tu sentais que tu avais envie de passer un cap avant Barcelone. Alors non, moi c'est-à-dire que avant d'arriver à Barcelone, on était en 2010, et en fait quand j'étais pas du tout dans l'industrie du cannabis. Moi je viens de Lille, forte culture de l'alcool, forte répression, forte culture de la fête. Ouais. Et donc du coup, le cannabis c'était pour moi, mais c'était pas inexistant, mais jamais je me serais dit qu'il y avait une industrie du cannabis, jamais je me serais dit que j'aurais pu travailler dedans. Et c'est vraiment en arrivant à Barcelone et en me rendant compte du pouvoir de la plante sur moi, ensuite en m'ouvrant aux personnes des cannabis clubs, en parlant, que j'ai vraiment développé une passion et surtout une frustration que cette plante ne soit pas légale, ne soit pas proposée comme solution. Et en France, je me suis dit comment ça se fait que moi je découvre cette solution que maintenant à 20 ans, alors que j'aurais peut-être pu réussir mes études avant, si je l'avais découverte avant. C'est ça. Un sujet que j'aimerais beaucoup qu'on en discute un petit peu après, c'est justement de la frustration que tout le monde subit en France à l'heure d'aujourd'hui, parce que on le voit bien sur les réseaux, tout le monde se prend pour le Modigliani de la weed, parce qu'il y a une frustration, quoi, et il y a aucun moyen de comparaison, et il y a très peu de débats. C'est pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, il y a une telle frustration que la communauté française du cannabis n'arrive pas à s'entendre, n'arrive pas à s'écouter et n'arrive pas à se parler. Enfin, moi, c'est vraiment ça que je vois. Tout le monde s'insulte, tout le monde s'insulte entre... Ouais, alors... moi, en fait... la communauté française du cannabis, je la vois un peu de loin parce qu'en fait, comme tu sais, moi j'ai commencé en Espagne en 2016, donc j'étais beaucoup dans la communauté espagnole, anglaise, internationale. J'ai fait Mary Jane avec Snoop Dogg, etc. Et pour moi, la communauté française, elle était pas très intéressante, pas au niveau de l'industrie, tu vois. Pour moi, c'était vraiment fermé en France. Jusqu'à les 2019-2020 où j'ai vu que l'industrie s'ouvrait, etc. Donc là, je suis venue en France et c'est vrai que moi qui ai eu un compte, une marque personnelle à l'étranger pendant 4-5 ans et une nouvelle marque personnelle en France, j'ai vu une vraie différence. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire qu'avec ma marque personnelle internationale, aucun problème. Même quand on s'entend pas, on skie, tu vois, genre, y a pas de haters entre nous, etc. Et à partir du moment où j'ai ouvert ma page française, j'ai eu à peu près un haters par semaine, quoi. Et même des personnes dans le cannabis. Mais le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte, c'est que généralement, plus ils hate, moins ils sont impliqués et moins ils connaissent la plante. Donc du coup, j'ai cette forte capacité à me détacher totalement, à me dire, écoute gros, si t'aimes pas mon message, si tu m'aimes pas, moi je t'aime quand même. T'es pas obligé de me suivre. Et pour avoir une voix en France, je pense que de toute façon, il faut vraiment avoir la capacité de juste s'en foutre, quoi. Genre les mecs qui ont les temps, le mec qui est passionné par le cannabis et qui a le temps de venir commenter, traiter une personne qui promeut sa passion,
le problème, il vient de toi. Tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. Si t'as le temps, bah, peut-être prends ce temps pour apprendre un peu plus, peut-être prends ce temps pour aller communiquer avec des gens qui t'intéressent, tu vois, mais si toi tu décides de... Enfin, les mecs qui ont le temps, tout simplement, de venir hater et de venir casser les gens qui sont dans la même industrie, ils volent même pas une minute de mon attention, quoi. Écoute, c'est dommage pour toi. Ouais, non, nous, on répond plus. On est là, on regarde, on rigole. Et voilà. Mais après, on est vraiment subjugué par la communauté française, hein. Parce que, par exemple, pour les sols vivants et les graines, en Italie, en Allemagne, tout le monde est très content. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a envie de savoir, faire des formations et même les gens te demandent des choses payantes. En France, tout doit être gratuit et tu dois travailler gratuitement parce que, bien sûr, l'État ne te demande pas d'argent à toi, tu vois, c'est normal. Et quand ils comprennent pas quelque chose, ils te clashent très très vite, quoi. Du coup, c'est vraiment problématique. Voilà. Mais en tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais du coup, j'ai une question. J'ai une technique depuis le début, sur tout ce qui est communication, social media, etc. Je sais pas si tu remarqueras, mais je donne jamais mon avis personnel. Je donne toujours des faits. Ouais. Et du coup, je deviens extrêmement difficile à critiquer parce que tu viens critiquer un fait. C'est ultra compliqué, tu vois. Alors, tu peux critiquer mon opinion, encore une fois, si on est d'accord pour pas être d'accord, c'est cool. Ouais. Mais le fait de toujours parler que de faits, le fait de toujours s'en tenir à réalité et sans donner de moi je pense que ou moi j'ai décidé que, etc. C'est un très très gros filtre pour tous ces haters. Et encore une fois, les mecs, ces mecs-là, s'ils viennent te critiquer, que tu sois dans le cannabis, dans l'alcool ou peu importe, ils viendraient te critiquer, quoi. Peu importe ce que tu fais. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut les accueillir avec beaucoup d'amour. Leur dire, écoute, si ça va pas, si tu veux, on en parle. S'il y a un truc dans si je te rappelle quelque chose que t'aimes pas chez toi, si tu veux, on fait un câlin, tu vois. Ça les énerve encore plus, tu vois. Moi, non. Tu n'arrives pas à t'attendre. Moi, je ferme la porte. Moi, je ferme la porte. C'est gars, t'es trop con. Pour l'instant, t'es trop con. Tu n'arriveras pas à ouvrir la porte. Par contre, quand tu seras un peu plus intelligent, tu arriveras à ouvrir la porte. Et là, on pourra discuter. Mais pour l'instant, entre toi et moi, la porte est fermée, tu vois. Moi, c'est un peu comme ça que je gère les choses parce que vraiment, enfin bon, bref. On aura donné un peu trop de temps. En tout cas, bravo à toi de continuer malgré les critiques. Mais bien sûr, de toute façon, moi, je fais les choses par passion, donc le jour où je m'arrête, c'est que j'ai plus de kiff là-dedans, et vu que je me réveille pour ça, on n'a pas fini, quoi. Du coup, je voudrais revenir un peu au début. Du coup, toi, en fait, t'arrives à Barcelone, tu commences à fumer, et là, tu te dis, putain, quand même, c'est énervé, je vois qu'il y a une diabolisation dessus, et on va dire... Est-ce que c'est d'un coup ou est-ce que c'est au fur et à mesure du mois où tu te dis que tu as envie de travailler dedans? Et deuxième truc que tu répondras, est-ce que c'est un pseudonyme que tu as ou est-ce que c'est vraiment ton nom? Parce que j'avais vu un podcast sur Parlons Cana où je crois, mais je ne suis pas sûr parce qu'il date d'un petit moment où tu avais dit que c'était ton vrai nom de famille. Si c'est vraiment ton nom de famille, c'est prophétique. Mon nom de famille, c'est Clara Herbeau. En fait, c'est Herbeau, mon nom de famille. Herbeau. En fait, je suis du Nord, donc c'est pas Herbeau, c'est Herbeau. Ok. Mais Clara Herbeau, en fait, c'est mon nom en plus court. D'accord. Ok. Bon, bah, déjà, t'étais destinée. Ouais. Et du coup, pour répondre à ta première question, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à fumer, je l'ai bien fait. C'est-à-dire que je suis passée de rien à fumer tous les jours. Et en fait, comme je suis assez expensive, je suis expensive, pas expansive dans le sens pas cher, mais dans le sens énergétique. C'est ça, en fait, je me fais rapidement des amis, des réseaux, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à être bien intégrée dans les réseaux des clubs cannabiques. Et en fait, le destin incroyable a fait qu'un jour, je me suis assise à côté d'un mec et qu'on commence à parler. Je venais tout juste de démissionner d'un boulot qui me convenait pas. Et j'arrive dans le cannabis club pour me plaindre et je m'assois à côté de cet inconnu. Le pauvre, je commence à lui raconter toute ma vie. Je viens de démissionner, blablabla, avant que je trouve un autre job. Et le mec, il me regarde, il dit, bah écoute, moi on a commencé une boîte de CBD. Ça s'appelle Harmonie, est-ce que tu veux bosser pour nous? Et en fait, littéralement, il a dit, on a besoin de quelqu'un qui aime le cannabis et qui a une grande bouche. Est-ce que tu veux bosser pour nous?
Et en fait, c'était Antonin Cohen. Et donc, du coup, le lendemain, je suis allée au bureau d'Harmonie. Il m'a filé un joint. Il m'a dit, tu veux bosser ici? J'ai dit, grave. Il m'a dit, bah, c'est parti. Et à partir du lundi, en fait, j'ai commencé à bosser chez Harmonie. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où vraiment je me suis rendu compte, parce que en fait j'étais directeur marketing de direct, j'ai eu un master en marketing, et du coup comme on était en start-up, j'ai dû m'occuper également de tout ce qui est customer service, donc parler aux clients, les conseiller, etc. Et il faut bien se rendre compte que ça c'était en 2016, et Harmonie à ce moment-là c'était les seuls à avoir des produits au CBD sur le marché en France après leur procès Canava. Et j'imagine pas tous les retours clients de tous les âges. Je me souviens de quelques-uns, ils m'ont marqué à vie, de cette fille qui me dit « Grâce à vous, mon grand-père a enfin quitté son fauteuil et est parti marcher dans son jardin pour la première fois en un mois. » Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.